Très bien. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a eu le déploiement de la 5G depuis le début en fait de la crise Covid, dès 2020, avec l'installation d'antennes un petit peu partout en France, en Europe et dans le monde. Et la 5G, en fait, c'est l'Internet des objets. C'est vraiment le but de la 5G, c'est de connecter en fait tout un tas d'objets sans fil en réseau. Et le but ultime, en fait, c'est la 6G qui doit être déployée à partir de 2030. Et la 6G, en fait, c'est l'Internet des corps. Donc, l'Internet des corps, c'est simple, c'est chaque humain doit pouvoir émettre et recevoir des données informatiques. Et là, c'est assez surprenant et c'est là où on rentre un petit peu dans la science-fiction qui, en fait, est tout à fait réelle. Aujourd'hui, on a donc Huawei qui décrit la 6G comme un réseau neuronal distribué et qui permettra de fournir des liens de communication pour fusionner les mondes physiques et cybernétiques. On est vraiment dans la fusion de l'homme avec la machine. Ça, c'est assez surprenant. Quand on lit un petit peu le projet sur le papier, c'est assez effrayant même. Et en Europe, c'est Ericsson et Nokia qui développent un projet 6G qui s'appelle HexaX. Et eux, ils disent vouloir connecter les mondes humains, physiques et numériques avec un tissu de catalyseurs clés 6G. Donc voilà, la 6G, c'est vraiment le but ultime. 2030, c'est dans pas longtemps, c'est dans 6 ans. Et forcément, avant de déployer une nouvelle technologie, il y a toujours des tests. Donc, il faut bien commencer à faire des tests dans le monde réel pour pouvoir déployer de façon vraiment importante la technologie à la date clé. Voilà vraiment pour ce qu'il faut comprendre. Donc, la 5G, l'Internet des objets, la 6G, l'Internet des corps. Et l'Internet des corps, comment ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne grâce à des capteurs. Il faut qu'il y ait des capteurs à l'intérieur des corps pour pouvoir communiquer de personne à personne, d'individu à individu et d'objets connectés à individu. Donc aujourd'hui, voilà les usages de la 6G identifiés, ça va être autant pour la santé, la e-santé, que pour tout ce qui est approvisionnement autonome, le réseau d'Internet des objets avec les smart cities, les usines de production, les robots, etc. On parle aussi de jumelage de masse, c'est-à-dire ils vont créer des jumeaux numériques à partir des êtres humains et aussi des objets physiques pour en fait créer un monde totalement en fait cybernétique, tout ce qu'on peut voir dans les jeux vidéo en fait. On intégrera un avatar, un personnage, donc on aura un jumeau qui sera notre avatar et pareil pour notre environnement, que ce soit une table, un ordinateur, une maison, etc. Tout ça pourra être recréé en version numérique pour pouvoir interagir dans un monde tout à fait virtuel. Et ça permet beaucoup de choses. Ça permet aussi la téléprésence, le travail à distance. Donc, on voit bien pourquoi ils ont commencé à travailler beaucoup sur le travail, à déployer beaucoup le travail à distance pendant les confinements, parce que c'est aussi un des buts, c'est de nous réduire nos capacités de déplacement et de faire en sorte qu'on est de plus en plus en fait cloîtrés chez nous pour réduire notre empreinte CO2. Donc, on fait aussi le lien avec tout le projet de réduction de l'empreinte écologique. Donc, ça, c'est le monde qui nous prévoit pour 2030 avec la 6G. Donc, voilà, pour déployer tous ces systèmes-là, on va parler du coup de microsystèmes et de nanosystèmes. Un microsystème électromécanique, en fait, c'est un dispositif qui est constitué d'une multitude de matériaux. Ça peut être du silicium, du titane, de l'or, du carbone, etc. Tout un tas de matériaux différents. Et ils vont avoir des fonctions de capteur ou d'actionneur. Ces microsystèmes, en fait, ils sont fabriqués en salle blanche avec des technologies ultra précises, bien spécifiques, que ce soit le dépôt, la gravure sous vide, la fonctionnalisation de surface. Ça, ce sont des choses qu'on abordera avec Jacques tout à l'heure. Il pourra nous en parler beaucoup plus en détail puisque c'est son domaine de compétences et qu'il aura certainement des choses très intéressantes à nous donner. Que dire de plus? C'est que jusqu'à à peu près 2015, 2016, 2018, on parle beaucoup de microsystèmes, mais très récemment est venu le domaine des nanosystèmes électromécaniques. Et les nanosystèmes, en fait, ce sont comme les microsystèmes, mais à l'échelle nano, donc 10 puissance moins 9.
Voilà, donc aujourd'hui, on retrouve beaucoup ces systèmes dans tout ce qui est au niveau médical, dans les micropompes, la microfluidique, les micro-robots médicaux, les laboratoires sur puces. Effectivement, on a déjà, par exemple, des puces à ADN qui vont permettre d'analyser le génome de molécules de bactéries ou même du corps humain. On le retrouve aussi dans les télécommunications, les têtes d'impression d'imprimantes, la récupération d'énergie, les téléphones et tous les objets connectés. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tout ce qui est sans fil contient des microsystèmes. Et demain, toutes les personnes qui seront connectées à la 6G auront des nanosystèmes à l'intérieur d'eux pour pouvoir réguler, contrôler la glycémie, le rythme cardiaque et tout un tas de paramètres biologiques. D'accord ? Ces systèmes-là, nanométriques, permettront aussi de faire le lien avec tout ce qu'on peut imaginer au niveau du cloud, donc des serveurs de données qui permettront d'accéder à du contenu en ligne via la pensée ou autre. Alors voilà, ce qui est important de comprendre, c'est que pour passer du microsystème au nanosystème, jusqu'en 2016, on imaginait les transistors avec un seuil minimal de 5 nanomètres. Pardon. Et en fait, en 2016, ils ont réussi à inventer le premier transistor de 1 nanomètre de diamètre. Donc là, c'est une technologie vraiment extrêmement fine. Hein. Ils ont réussi à dépasser tout ce qui était loi de la physique, en tout cas tel qu'on l'avait connu avec les transistors à base de silicium et autres. Et tout ça a pu être fait grâce aux nanotubes de carbone. Donc les nanotubes de carbone, c'est bien une forme de graphène. Et c'est grâce à ce graphène qu'ils ont réussi à fabriquer des systèmes de 1 nanomètre. À titre de comparaison, un globule rouge va faire environ 7 à 8 micromètres. Hein, c'est ça. Donc, on va dire, ça fait 7000 à 8000 nanomètres, un globule rouge. Donc, nous, ce qu'on observe au microscope, c'est du domaine du micromètre. Et aujourd'hui, ce qui existe depuis 2016, ce sont donc des transistors qui sont 7 à 8000 fois plus petits qu'un globule rouge. Voilà à peu près pour l'ordre d'idée et ce qu'il faut comprendre de l'évolution, en fait, hein, aujourd'hui bien réelle, de la technologie. Après, au niveau de l'utilisation de ces transistors, il y a tout un tas de publications scientifiques qui sont parues hein, depuis qu'ils ont réussi à faire ces transistors à l'échelle nanométrique. Hein. On a par exemple des transistors à effet de champ en graphène qui sont conçus pour des applications dans le champ micro-ondes comme un détecteur infrarouge. Et ça, c'est pour les télécommunications. On a aussi des transistors synaptiques moirés. Alors là, c'est assez particulier aussi. Ce sont des transistors qui sont créés en fait pour pouvoir faire une connexion avec les neurones et ce sera en lien avec l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Donc ça, ce sont des études. La dernière date de décembre 2023, c'est très très récent. Mais voilà, aujourd'hui, les chercheurs sont sur ces projets-là d'intégration de nanosystèmes à l'intérieur des corps humains et de systèmes de taille nanométrique pour la télécommunication. D'accord ? Toujours sur ces microsystèmes ou ces nanosystèmes, on a une conférence qui a été faite en avril 2021 par Yann Akyildiz, qui était intitulée 6G et au-delà, l'avenir des systèmes de communication sans fil. Et il déclare en 2021, du coup, je fais cette recherche depuis 15 ans sur des machines à l'échelle nanométrique. Donc, c'est l'Internet des nanothings, des objets à l'échelle nanométrique, et les machines à l'échelle bio-nano pour la santé humaine. Et il y a beaucoup de progrès en cours ici, comme les applications de communication moléculaire pour la santé, la détection iris, là ce sont des caméras multicapteurs pour les drones, la détection de bactéries, etc. Donc il a conçu en 2021 un émetteur-récepteur multibande
qui est basé sur des métamatériaux. Donc, les métamatériaux, ce sont des matériaux qui n'existent pas dans la nature, hein, ce sont des alliages qui sont créés de toutes pièces. Et il parle donc du coup de commutateurs MEMS, donc les microsystèmes, et des commutateurs de systèmes nano-électromécaniques, donc les NEMS. Donc, on passe bien de la micro à la nanotechnologie avec ce genre d'émetteurs-récepteurs. Et ça, ce sera capable de détecter simultanément le spectre d'ondes électromagnétiques, d'identifier la meilleure bande disponible pour pouvoir communiquer dessus, et à des fréquences de 1 GHz, donc là c'est la 5G, jusqu'à 10 THz. Et là, on est dans le domaine de la 6G. Donc, on a bien déjà en place des systèmes qui sont en tout cas sur le papier bien décrits et qui nous montrent en fait des émetteurs-récepteurs à l'échelle micrométrique, voire nanométrique, et qui permettent de communiquer dans la bande de fréquence de la 5G, voire jusqu'à la 6G. Donc, c'est déjà en place. Et là, on va aborder justement le graphène. Qu'est-ce que le graphène? Est-ce que tu veux un petit peu le décrire? Le graphène, c'est clairement une molécule, une structure à l'échelle atomique qui est essentiellement basée sur du carbone, qui est un élément assez intéressant parce qu'il a plusieurs particularités, notamment celle de préférer et de très très loin tout ce qui est neuronal. Les neurones adorent le graphène et préfèrent même pousser sur le graphène que dans leur propre milieu naturel. Donc déjà, c'est plutôt intéressant et aussi inquiétant, bien sûr. Quand on sait que le graphène, c'est un supraconducteur, donc un élément qui transmet de l'information 800 fois plus vite que du cuivre, on s'interroge sur son but. Est-ce qu'il s'agit d'un élément qui va permettre de transmettre des informations ou est-ce qu'il y a d'autres buts encore? Ces documents-là sont assez vieux même. Hein. On les sort et on les trouve, on les a, mais ils sont assez vieux. Ça a été démonté démontré très rapidement par certains scientifiques qui bossent depuis longtemps là-dessus. Je pense que notre collègue Jacques pourra peut-être nous en parler tout à l'heure. Voilà. Ce qu'on peut rajouter, c'est qu'on a plusieurs formes de graphène. Le graphène, en fait, est extrêmement flexible et utilisé dans l'électronique flexible, les écrans qui peuvent être manipulés comme ça à la main. Et en fait, on a, par exemple, en haut à gauche, vous avez la configuration dans l'espace du graphène monocouche. Donc, c'est une seule couche d'atomes de carbone. En haut à droite, vous avez du graphène multicouche. Donc là, on va mettre plusieurs couches de graphène pour pouvoir former un matériau du coup qui sera peut-être un peu plus résistant et qui, entre chaque couche de graphène, pourra aussi être mélangé à différents composants pour avoir différentes fonctions. Par exemple, avec d'autres éléments, on peut faire une pile, avec d'autres éléments, on va pouvoir faire un transistor, etc. Alors, ça me rappelle mes premiers cours à l'époque quand j'étais en médecine, puisque je suis passé par médecine aussi. Et les premiers cours de médecine en chimie, on nous disait clairement que le carbone avait des propriétés particulières et que c'était pas le moment de nous expliquer tout ça, c'était beaucoup trop compliqué. Je comprends mieux pourquoi aujourd'hui. C'est vrai.